Alors, il est 11h05, je vous propose de démarrer. Pour ceux qui viennent de se connecter, eh bien, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire organisé par l'AT2E Grand Est sur la thématique du décret tertiaire et de la RE 2020, opportunités ou contraintes. Alors, quelques mots pour vous présenter l'AT2E. Donc, nous sommes l'association technique énergie et environnement, association professionnelle qui a été créée en 1978 et notre but, c'est la promotion de l'efficacité énergétique dans les entreprises et les collectivités, et puis l'information sur les enjeux environnementaux qui sont liés à l'énergie et le soutien aux énergies renouvelables. Nous comptons 2500 adhérents qui rassemblent à la fois des personnes physiques et des personnes morales de tous les domaines qui sont concernés par la maîtrise de l'énergie. Nous avons 6 clubs thématiques qui travaillent sur les grands enjeux en lien avec les certificats d'économie d'énergie, le biogaz, le power to gas, le stockage d'énergie, la cogénération et la pyrogazéification. Ce sont des clubs qui sont animés au niveau national avec des experts dans le domaine. Et puis 11 délégations régionales afin d'être au plus près du terrain et de l'action avec des bureaux régionaux, ce qui nous permet de constituer un carrefour d'échange pour les adhérents afin de pouvoir à la fois avoir des référents techniques au niveau national, mais également des interlocuteurs plus proches sur le terrain. Et chaque année, c'est plus de 40 événements qui sont organisés autour de la thématique qui nous occupe, des événements nationaux, mais aussi et surtout des événements organisés en région par les bureaux régionaux. Et puis, le département maîtrise de l'énergie de la T2E anime également une communauté des référents énergie au sein des industries essentiellement. Et puis, au travers d'un programme national qui s'appelle ProRéféi, qui permet justement de former des salariés afin qu'ils deviennent référents énergie. Et puis un autre programme adossé au dispositif des C2E qui s'appelle ProSMEN et dont le but est de promouvoir la certification ISO 50001. Et puis, pour compléter tout cela, la T2E publie une revue bimensuelle qui s'appelle la revue Énergie Plus. Quelques mots sur le bureau AT2E Grand Est. Donc, le bureau régional est décomposé en deux bureaux plus opérationnels à la maille des anciennes régions qui étaient l'Alsace et la Lorraine. Nous travaillons en réseau et en collaboration, en lien avec les acteurs clés du territoire en termes de maîtrise de l'énergie que sont la CCI et l'ADEME, et nous regroupons plus de 170 adhérents, personnes physiques et personnes morales sur la région. Nous organisons des événements variés, des visites de sites, des webinaires avec des témoignages d'acteurs régionaux, comme celui auquel vous participez aujourd'hui, et puis des journées de conférences et thématiques. Le but étant bien sûr de permettre à nos adhérents de renforcer leurs connaissances, mais également à l'occasion des événements que nous pouvons organiser en présentiel quand les conditions sanitaires le permettent, d'échanger en réseau. Voici un petit aperçu du calendrier de nos événements 2022. Donc, nous serons présents le 22 juin sur le salon Energy Class Factory de Strasbourg. Nous avons prévu d'organiser un webinaire au mois d'octobre autour des systèmes de mesurage d'indicateurs de performance énergétique et sur la thématique également connexe de l'ISO 50001. Et puis nous préparons pour le deuxième semestre une visite thématique à l'hôpital de Metz afin de pouvoir parler de stockage de froid et de récupération de chaleur fatale. Et puis pour finir, quelques contacts. Donc, vous allez pouvoir, si vous êtes intéressé, contacter dans vos régions respectives Laurent Bonin, qui est le délégué du bureau Lorraine, que vous pouvez joindre à l'adresse mail qui s'affiche en bas de l'écran, lorraine@at2e.fr. Simon Moser, qui est le délégué du bureau Alsace. Moi-même, donc, qui suis secrétaire de la T2E Grand Est. Et puis Ludmila Gauthier, qui est donc la présidente
du bureau régional Grand Est. Un petit mot également pour vous dire que vous pouvez bien sûr retrouver toutes les actualités de la T2E sur le site at2e.fr et puis vous pouvez également nous suivre sur LinkedIn sur la page dédiée de la T2E Alsace. Voilà, nous allons pouvoir démarrer le webinaire sur la thématique du décret tertiaire et de la RE 2020. Je tiens à remercier tout particulièrement Alexandre Mougny et Louis Colotte, qui sont membres du bureau Grand Est et qui se sont chargés de l'organisation de ce webinaire. Et puis pour finir, quelques modalités pratiques. Vous pourrez, pour vos questions pendant les présentations, utiliser le chat qui est à votre disposition dans le menu de l'outil GoToWebinar. Les présentations vous seront envoyées à l'issue des présentations à la fin du webinaire. Et puis pour ceux qui devraient éventuellement, pour d'autres contraintes, nous quitter en cours de webinaire, vous pourrez également accéder au replay de ce webinaire. Je vous remercie pour votre attention et puis je vous souhaite un très bon webinaire avec les intervenants qui vont maintenant prendre la parole. Bonne journée. Oui, merci Gaëla. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, c'est parfait. Super, merci. Donc, pour rappeler rapidement les prochains sujets de ce webinaire, donc on parlera dans un premier temps donc, du décryptage du décret tertiaire avec un retour d'expérience ensuite de la société Arconic. Et puis, nous aurons donc un sujet RE 2020 donc en lien avec le décret tertiaire, donc présenté par Louis Colotte. Donc, on va passer au décryptage du décret tertiaire. Donc une petite présentation de la société EnergyDev. Donc je suis Axel Hébert, chef de projet au sein de la société EnergyDev. On est basé à Strasbourg, on est une société spécialisée dans la stratégie carbone et énergie pour les entreprises. Donc on est totalement indépendant des énergéticiens et fournisseurs d'équipements et de solutions d'économie. Notre objectif, c'est assurer un accompagnement qualitatif et tout à fait indépendant sur 3 pôles d'expertise spécifiques, qui sont donc la performance financière, notamment les stratégies d'achat d'énergie, l'efficacité énergétique et la sobriété carbone. Quelques chiffres sur la société, donc création en 2010. Aujourd'hui, on est 9 collaborateurs, donc répartis sur les 3 pôles d'expertise. Donc secteur d'activité, tout secteur d'activité, industriel, tertiaire, collectivité. Un peu moins de 500 clients actuellement, notamment répartis sur le Grand Est. On est membre du bureau AT2E, bien sûr. On est membre aussi du groupe d'études AFNOR pour le management de la transition énergétique. Et puis, on réalise également des certifications ISO 50001. Voilà quelques références d'entreprises qu'on accompagne, que vous pouvez retrouver également sur notre site internet. Donc, tout type d'entreprise, PME, TPE et grandes entreprises, notamment industrielles, mais aussi voilà quelques collectivités et quelques entreprises tertiaires, notamment dans le cadre bien évidemment du décret tertiaire. Venons-en au sujet principal, donc le décryptage du décret tertiaire. Donc voilà, on va essayer d'aborder ça de manière assez pragmatique. Il y a eu pas mal déjà de présentations des grandes lignes du décret tertiaire. On va essayer d'avoir une approche pragmatique et parler un peu plus des spécificités aussi rencontrées, notamment par les industriels, puisque ce décret porte assez mal son nom, puisque la plupart des industriels sont quand même concernés par ce décret. Donc quelques évidences à rappeler donc au niveau de l'assujettissement. Donc dès lors que vous avez plus de 1000 m² cumulés de surface d'activité tertiaire, vous êtes assujetti au décret tertiaire et donc assujetti à 2 types d'obligations. La première, c'est améliorer la performance énergétique de vos surfaces tertiaires, de vos activités tertiaires, et déclarer les résultats chaque année. Donc pour détailler un peu plus ces 2 obligations-là, on va parler
tout d'abord des objectifs à atteindre. Donc, il y a deux modalités d'objectifs. La première, c'est celle qu'on connaît le plus, c'est l'objectif en valeur relative. Donc, on a ce premier cas-là avec un bâtiment qui est peu performant. On verra après comment déterminer cette année de référence sur laquelle va se baser les moins 40, moins 50, moins 60%. On le verra tout à l'heure. Mais là, si on prend cet exemple-là, donc on voit que pour 2030, 2040, 2050, les objectifs à réaliser sont moins 40, moins 50, moins 60% jusqu'à 2050 par rapport à cette année de référence. On parle de performance, donc de kilowattheure, toute énergie, hein, gaz, électricité, rapportée à la surface de l'activité tertiaire. Et puis, on a une deuxième modalité d'objectif à atteindre, qui est un objectif en valeur absolue. Donc, cet objectif-là, il est fonction de la performance énergétique des bâtiments neufs d'une certaine catégorie. Donc, pour vous expliquer un peu l'intérêt de cet objectif-là, si on prend un deuxième cas avec un bâtiment qui est déjà performant, admettons que vous avez un bâtiment qui a été construit en 2019, vous imaginez bien que c'est compliqué d'appliquer un moins 40% à atteindre pour 2030. Donc là, on a un objectif en valeur absolue, donc c'est une valeur en kilowattheure par mètre carré qu'il faut atteindre. Donc un objectif qui est calé sur justement ce type de bâtiment performant neuf de même catégorie. Et donc on a cet objectif-là qui serait donc plus adapté au type de bâtiment performant et plus récent. Voilà pour les deux modalités d'atteinte d'objectifs. Au niveau de la déclaration, il y a une plateforme donc Opera qui est gérée par l'ADEME et qui permet de déclarer annuellement ses consommations d'énergie et puis de suivre également par la même occasion sa performance. Donc là, j'ai remis un petit rappel du planning qui est à retrouver également sur le site Opera, avec notamment cette date en rouge hein, que la plupart d'entre vous connaît bien maintenant, j'imagine. C'est le 30 septembre 2022, donc pour effectuer les déclarations donc de consommation annuelle 2020-2021, parce que la première décennie commence à partir de 2020, donc c'est les 2 premières années à déclarer. Et puis tout ce qui est données de référence, c'est-à-dire données bâtimentaires, données aussi d'années de référence, on le verra tout à l'heure comment elle est définie. Et à savoir aussi ce qui sera intéressant, c'est que ce qui est prévu pour janvier 2023, c'est qu'il sera possible d'interfacer automatiquement des logiciels de supervision pour pouvoir remonter les données automatiquement sur la plateforme Opera. Et puis, il y aura également une possibilité d'avoir du benchmark par rapport aux entreprises de même activité et pouvoir récupérer voilà, ces bonnes idées pour améliorer les performances énergétiques et atteindre les objectifs. On voit pour le planning de déploiement de la plateforme et de déclaration. On en vient à la méthode, justement, pour arriver à cette déclaration au 30 septembre 2022. On voit une méthode assez classique hein, pour pouvoir se préparer et déclarer ces données de référence. Donc, en première étape, voilà, il faut définir le périmètre. Alors, on verra que c'est moins évident pour les sites industriels, par exemple, qui a un usage mixte process tertiaire. En deuxième étape, on a la collecte et l'analyse des données énergétiques notamment. Et puis, en troisième étape, voilà, intégrer les données sur la plateforme avec la détermination surtout de l'année de référence et des objectifs qui est plutôt un point clé qu'on verra tout à l'heure. Pour la première partie, définition du périmètre, donc là, j'ai simplement pris quelques spécificités qu'on rencontre en industrie, notamment sur la partie stockage. Donc, on parle bien de stockage de produits finis et pas de matières premières qui est plutôt liée à l'activité de process industriel. Donc, le produit fini, il est considéré par les textes qu'il n'est plus lié à l'activité du process industriel dès lors que le stockage est réalisé au-delà de 5 jours. Donc là, on parle d'une activité de logistique, donc qui est liée à une activité tertiaire. Donc ça, voilà, il faut le savoir. Souvent, c'est aussi cette partie stockage-là qui peut faire basculer un site industriel en assujetti ou non assujetti. À savoir aussi que certaines surfaces comme des bureaux d'atelier, par exemple, hein, c'est le bon exemple, les bureaux d'atelier peuvent être retirés du périmètre si
voilà, on considère par exemple que ce bureau-là, il est admettons au milieu de l'atelier avec des machines de process, c'est pas pertinent de le prendre en compte dans le périmètre. C'est vraiment un bureau qui est rattaché au process industriel, activité industrielle. Donc là, on considère que cette surface-là n'est pas à considérer dans le calcul des surfaces. Donc voilà pour ces petites spécificités. Sinon, il faut simplement cumuler toutes les surfaces liées aux activités tertiaires, donc bureaux, restauration, etc. Et dès lors que vous dépassez les 1000 mètres carrés, vous êtes assujetti et donc concerné par les deux obligations vues précédemment. Les données à collecter donc en phase 2, donc bien évidemment les surfaces de plancher avec le détail, si possible, bureau, restauration, etc., les détails d'activité. Donc pour l'année de référence, récupérer les données de consommation entre 2010 et 2019. Donc si vous n'avez pas l'historique disponible de ces consommations-là, vous pouvez toujours vous rapprocher de votre gestionnaire de réseau. Alors là, j'ai mis quelques adresses que vous pouvez contacter, voilà, si selon votre gestionnaire de réseau pour pouvoir récupérer ces historiques-là. Donc par exemple, voilà, Enedis a mis en place et puis GRDF ont mis en place une adresse mail spécifique pour cela. Sinon, voilà, vous pouvez toujours vous rapprocher de votre propre gestionnaire de réseau pour récupérer ces données-là. Il faut également prendre en compte les données qui qualifient les conditions d'occupation et d'utilisation donc des surfaces, c'est-à-dire que admettons que aujourd'hui vous avez une surface de bureau à déclarer, mais que cette surface-là, vos bureaux sont occupés qu'à moitié. Voilà, il est toujours intéressant de qualifier cette occupation-là. Voilà, il est possible de le faire en tout cas sur la plateforme Opera pour pouvoir justement la moduler si jamais dans les années qui viennent vous avez une activité qui double par exemple dans ces bureaux-là parce que la surface aujourd'hui occupée n'était pas pleine. Donc voilà, on peut qualifier ce taux d'occupation-là qui permettra ensuite de moduler une augmentation de la consommation qui serait justifiée par cette activité-là qui est modifiée. Alors juste à nouveau, une petite spécificité pour l'industrie, donc le cas des usages mixtes sans sous-comptage. Donc ça arrive très souvent pour les industriels, même pour les industriels qui ont déjà du sous-comptage en place et un management de l'énergie. Il n'est pas forcément évident de séparer la partie consommation tertiaire et consommation non tertiaire. Donc voilà ce que dit les textes. Pour caractériser la situation existante, donc on peut passer par une simulation des consommations, donc des calculs, qu'il va falloir pouvoir justifier si jamais il y a un contrôle, donc pouvoir regarder tout ce qui est enregistrement des calculs, etc., hypothèse. Il est possible de faire une campagne de mesure sur une campagne de mesure temporaire, hein, sur une durée tout de même représentative, donc pour pouvoir déterminer les clés de répartition. Et puis, ce qui est plutôt conseillé, hein, c'est même quasiment incontournable, c'est de mettre en place des sous-compteurs fixes pour pouvoir suivre ensuite aussi de manière dans la durée les consommations et la performance énergétique. Donc voilà, et que pour ça, identifier les départs dans les tableaux, dans les TGBT, pour pouvoir ensuite séparer les départs tertiaires et industriels ou voilà, prendre ça dans une démarche plus globale et compter aussi la partie process industriel et faire aussi par déduction. Et puis aussi pareil, pour la partie gaz, mettre en place du sous-comptage pour identifier les départs donc liés plutôt aux usages tertiaires. Il faut également prendre donc les données d'activité historique, parce que si votre activité a évolué de 2010 à 2019, il faut pouvoir le prendre en compte puisque bien évidemment l'évolution de vos activités a impacté votre performance énergétique. Et donc ça, voilà, ça c'est notamment par rapport à l'année de référence, comme dit tout à l'heure, il faut pouvoir qualifier l'activité qui a été prise en compte pour l'année de référence. Parce que si celle-ci vient à évoluer, va falloir pouvoir moduler donc la performance qui sera mesurée. Pour la détermination de l'année de référence, donc il faut savoir que les calculs d'ajustement, alors
les données brutes d'énergie à récupérer sont à ajuster selon les conditions climatiques, donc conditions pour le chauffage et pour le froid. Donc ces calculs-là d'ajustement ont été définis par arrêté. Donc là, encore récemment, mi-avril, un arrêté est sorti, donc l'arrêté qui venait notamment préciser des calculs pour les valeurs absolues, mais qui a également modifié les calculs pour la détermination de l'année de référence. Donc ces calculs-là prennent en compte notamment les DGU, degrés jour unifié, donc les conditions climatiques. Donc il faut pouvoir voilà, calculer ajuster en tout cas les données brutes d'énergie pour pouvoir déterminer l'année la plus consommatrice, bien évidemment, pour adapter ensuite les objectifs sur cette année-là, des objectifs moins contraignants, donc à déterminer entre 2010 et 2019. Donc voilà, c'est le petit travail d'étude à faire au préalable avant d'intégrer les données sur la plateforme Opera pour pouvoir déterminer cette année de référence-là et donc adapter dessus l'objectif soit en valeur absolue, soit non d'ailleurs c'est plutôt l'objectif en valeur relative, hein, uniquement pour l'année de référence. L'objectif en valeur absolue, c'est une valeur en kilowattheure par mètre carré à atteindre directement. Donc voilà pour l'année de référence. N'hésitez pas à poser vos questions, on pourra y revenir. Plus globalement, au niveau de l'approche, voilà, notre approche chez nous Energy Dev, donc c'est qu'on essaie de lier cette partie quand même réglementaire on va dire à l'utile et aux dispositifs ou leviers qui sont disponibles. Donc notamment les leviers d'aide qui permettent de mettre en place les actions pour atteindre les objectifs qui seront fixés. Donc là, j'ai mis quelques exemples de dispositifs. Il y a les C2E, notamment les dispositifs du plan de relance France Relance. Il y a également les aides de l'ADEME sur les études, notamment France 2030 sur des projets de décarbonation ou encore des dispositifs plus spécifiques au niveau de la région. J'ai mis quelques exemples aussi de projets qui se font dans le cadre voilà, de l'atteinte des objectifs des critères CIR qui peuvent se faire, notamment sur la récupération de chaleur. À savoir que c'est un des leviers également pour atteindre ces objectifs, parce que consommer une récupération de chaleur fatale permet donc de diminuer la facture énergétique et donc de se rapprocher de l'objectif à atteindre. Donc ça, c'est toujours bon à savoir. Également des projets, voilà, comme dit tout à l'heure, de comptage supervision, gestion technique du bâtiment aussi, pour pouvoir suivre et maîtriser ses performances énergétiques. Bien évidemment, l'isolation thermique des bâtiments, donc il y a des subventions C2E là-dessus. La mise en place des stratificateurs, notamment pour les bâtiments de logistique. Le remplacement de systèmes de chauffage, hein, également pour les bâtiments tertiaires aussi. Il existe aussi des coups de pouce là-dessus. C'est toujours bon à savoir, remplacer des vieilles chaudières fuel ou gaz. Voilà, c'est possible d'avoir des subventions là-dessus. Et puis la mise en place aussi de panneaux photovoltaïques en autoconsommation, ça permet tout comme la récupération de chaleur, de diminuer les kilowattheures sur la facture et donc de se rapprocher des objectifs. Et puis, pour englober tout ça, on parle aussi de management de l'énergie, donc certifié ou non ISO 50001. Donc c'est vraiment la démarche finalement que nous, dans notre philosophie, on essaie d'aborder auprès des entreprises qu'on accompagne, puisque finalement le décret tertiaire, c'est vraiment c'est du management de l'énergie sur le tertiaire, donc autant englober, voilà, surtout quand on est dans un milieu industriel, englober ça dans une démarche plus globale qui vient aussi prendre en compte le management et la maîtrise des consommations au niveau process, tant qu'à faire, voilà. Et donc voilà il y a aussi des aides sur la partie ISO 50001 hein, sur la certification. Donc Gaëla en parlait tout à l'heure en introduction, le dispositif Pro SMEN des C2E. Donc voilà, il est encore en cours jusqu'à fin septembre.
Donc voilà, c'est cette approche-là qui est à mettre en avant, plutôt management de l'énergie, puisque c'est quasiment incontournable aussi, le décret tertiaire le demande, hein, atteindre des objectifs sur du long terme, suivre sa performance énergétique. Donc c'est vraiment la philosophie à adopter, en tout cas sur le moyen long terme. Voilà pour la partie décret tertiaire. J'ai essayé de tenir le timing. Je ne sais pas s'il y a d'éventuelles questions, on y viendra peut-être tout à l'heure. Je vais laisser en tout cas la parole à Monsieur Antoine Igelet de la société Arconic pour un petit retour d'expérience. Merci Axel pour ton intervention. Alors juste avant la présentation de Monsieur Igel, on avait une question de Emeline Louis au sujet du nouvel arrêté valeur absolue numéro 2 qui date du 24 avril. Il semblait que les valeurs relatives n'étaient plus à prendre en compte, qu'il fallait uniquement utiliser les objectifs de valeur absolue. Alors est-ce que tu as de l'info là-dessus ? Alors non, il y aura toujours les deux modalités d'objectifs, hein, en valeur relative ou valeur absolue. Donc les deux objectifs, quoi qu'il arrive, seront existants pour vos surfaces tertiaires. À vous après de vous orienter vers le moins contraignant. Il n'y a pas à activer un bouton je choisis cet objectif ou l'autre. Mais par rapport à ça, au dernier arrêté qui est sorti, il y a simplement de nouvelles modalités de calcul de valeur absolue qui sont sorties. Parce que les valeurs absolues sont calculées selon les catégories d'activité de bâtiments, donc bureaux, logistique, etc. Donc il y a de nouvelles catégories qui sont sorties dans cet arrêté-là. Et puis sur les calculs de valeur d'ajustement des données pour la ligne de référence pour la valeur d'objectif en valeur relative. Le calcul a changé en fait et prend en compte les valeurs absolues. Donc c'est simplement ça, mais on aura toujours les deux objectifs, hein, valeur relative et valeur absolue. Simplement dans le dernier arrêté, les modalités de calcul ont été modifiées. Voilà. Très bien, merci pour ce complément. Hop, je vous laisse la main, Monsieur Igel. Dites-moi si c'est bon pour vous. Vous m'entendez? Oui. Ok. Par contre, j'ai pas l'impression d'avoir la main en fait. Ah. Alors, tenez le contrôle. Tac. Voilà, normalement c'est bon maintenant. Je pense pas que j'ai le contrôle, Monsieur Hébert, en fait. Ok, alors. Juste un instant. Okay. C'est bon? Vous l'avez? C'est bon? Je pense qu'il y a beaucoup de retard. Ok. Parfait, je vous laisse la parole. Ok, merci. Bon, bonjour tout le monde. Donc, je voulais vous faire une présentation rapide de la société Arconic et de notre approche par rapport au décret tertiaire. Si ça veut bien fonctionner. Donc, je ne sais pas si vous voyez les écrans. Voilà. Donc, en fait, Arconic, nous sommes basés à Merxheim, dans le Haut-Rhin. Nous sommes à peu près 14 500 personnes dans le monde, réparties sur 10 pays, sur une répartition de sites de production, à peu près 24 usines. Vous avez ici sur cette partie les différents secteurs d'activité d'Arconic. Donc la partie qui nous concerne, qui concerne le site de Merxheim, c'est tout ce qui va concerner le bâtiment, que nous appelons en fait Building and Construction System, tout ce qui va être façade, architecture. On est également présent dans l'aérospace et la défense, tout ce qui concerne l'automobile et le transport, également toutes les solutions industrielles de packaging.
Alors, la répartition de nos activités est faite comme suit. La partie building et construction, c'est 18% de notre activité. La plus grosse partie étant l'automobile, l'automotive et le transport. L'aérospatial, c'est 18% de l'activité, packaging 13% et les autres solutions industrielles 16%. Et notre présence au niveau mondial, en fait, 66% de notre présence se fait en Amérique du Nord, l'Europe à hauteur de 17%, la Russie 7%, l'Asie 8% et les autres régions du monde, présence de 2%. Donc, Arconic, en quelques mots, nous avons à peu près 3000 clients à travers le monde, Amérique du Nord et Europe, qui demandent nos produits et nos systèmes d'architecture. Nous avons deux produits phares. Le premier qui est Conir, que vous voyez ici, en fait. Les fenêtres, des portes, des façades. Et ensuite, nous avons Renolux. Renolux, ce n'est que de la façade. Et nous avons des offres uniques de haute performance thermique, résistance aux ouragans, atténuation d'explosion et système de contrôle solaire qui répondent aux nouvelles normes de durabilité en repoussant toutes les limites de conception d'architecture. Le site de Merxheim, donc le site de Merxheim existe depuis 1964. À l'époque, le site s'appelait Silpac. Silpac a été racheté en 71 pour devenir Reynolds Aluminium. Il a été racheté en 2000 par Alcoa et en fait en 2016, Alcoa s'est séparé de la partie aval de la transformation d'aluminium. Nous sommes devenus Arconic. Nous sommes sur le site de Merxheim, 200 employés et nous livrons des produits pré-laqués en aluminium à travers le monde. Nous sommes certifiés ISO 50001. Nous avons été le premier site de Arconic Monde Merxheim était le premier site à avoir la certification en 2015. Alors voici quelques produits qui sont fabriqués sur le site de Merxheim. Donc vous avez tout ce qui concerne les façades et les toitures, des accessoires de montage, tout ce que l'on appelle corporate et puis signalétique. Le sign and display, tout ce qui est décoration d'intérieur, des lambris, des crédences de cuisine et toute la partie transport et industrie, habillage de véhicules entre autres. Nos enjeux énergétiques, notre coût cumulé annuel représente environ 4 millions d'euros. La répartition est faite comme suit, 60% du montant de nos dépenses sont liées aux consommations de gaz, 37% pour la part électricité et puis le reste, 3% pour la partie GPL. Et en termes de consommation, plus de 84% de notre consommation d'énergie est en fait liée au gaz. On a une consommation plutôt faible au niveau électrique qui est inférieure à 15%. La consommation totale du site sur l'année écoulée était de 85 gigawattheures, 62 gigawattheures de gaz et 12,6 gigawattheures en électricité. Et on suit notre indicateur. Notre indicateur de performance énergétique est exprimé en gigajoules par tonne. Il était de 5,34, ce qui était quasiment l'objectif qu'on s'était fixé. Donc l'ISO 50001, comme je le disais avant, nous sommes donc certifiés ISO 50001. L'énergie et l'environnement sont deux des piliers de notre entreprise. Notre objectif consiste à maîtriser l'énergie, à réduire notre consommation spécifique, et c'est un engagement de la direction qui est traduit dans la politique et qui passe vraiment par une prise de conscience globale de tous les acteurs du site.
Nous avons pour ça procédé à des séances de formation de quasiment tous nos opérateurs et nous avons encore des cycles de recyclage en cours sur une 60aine de personnes. Donc, on a mis en place des indicateurs de suivi par usage, par situation de référence. Et nous avons quand même procédé à beaucoup d'investissements sur des ensembles motorégulés, des systèmes de combustion plus performants, des systèmes de mesure, de récupération de chaleur fatale, et l'encouragement du personnel à émettre des idées, à concrétiser des actions d'économie d'énergie. Alors, dans ce cadre-là, en fait, on récompense, en fait, toutes les bonnes idées qui ont été mises en pratique par des chèques cadeaux. En ce qui concerne le décret tertiaire, donc le décret tertiaire, pour nous, s'inscrit dans la continuité des actions des entreprises dans le cadre de l'ISO 50001. L'étude et l'accompagnement de ces actions d'amélioration ont été confiés à la société Énergie-LED. Donc, on a procédé par étapes. Hein. La première étape a été l'identification des locaux concernés et le périmètre du projet. Donc, en fait, on a identifié tous les locaux qui étaient éligibles justement au décret tertiaire. L'étape 2 a été la collecte, l'analyse et le traitement des données. Donc, beaucoup de ces données ont été collectées sur des mesures ponctuelles, hein, via des énergimètres. Tout ce qui concernait la partie tertiaire n'avait pas de suivi de comptage automatique, comme c'est le cas pour les unités de production. L'étape 3, la détermination des années de référence et le calcul des objectifs en valeur relative, transcription des données sur la plateforme Opera, donc ça reste encore à faire. Donc, toute l'étude a été donc menée par Énergie-LED. Et derrière, en fait, on a bâti un plan d'action. Donc, dans ce plan d'action, on va retrouver l'implémentation de nos systèmes de comptage de l'énergie, intégration des locaux et usages autres que production. Tous nos systèmes sont mesurés, monitorés. La partie tertiaire n'était pas comprise dans ce scope. Aujourd'hui, ça va être modifié. Donc, dans ce plan d'action, on a intégré la mise en place d'un logiciel de suivi et de remontée d'informations. On a également entrepris le remplacement de tous les éclairages. Donc, dans tous les bureaux, nous passons en éclairage en LED. Des détections de passage, en fait, dans les couloirs, dans les lieux qui sont peu visités. La mise en place de vannes thermostatiques programmables sur tous les circuits de chauffage et le remplacement de tous les radiateurs électriques. Alors, je laisse la leçon à M. Weber de vous présenter un petit peu plus en détail sa partie supervision et automatisation de la transmission des données. Oui. Puisque c'est... je repasse la main. Ouais, donc simplement par rapport à ça, donc comme on disait tout à l'heure, le comptage est quasi incontournable, hein, notamment pour les sites à usage mixte. Donc là, pour le cas du site de Arconic, il y a déjà un plan de comptage, notamment sur la partie process. L'objectif, c'est d'améliorer ce plan de comptage-là en prenant la partie tertiaire, et puis de lier ça à un outil de supervision. Et puis avec en prévision l'automatisation de la remontée des données sur la plateforme Opera pour 2023. Et donc ça passe par un protocole de communication sur les sous-compteurs. Donc là, on mettra en place un protocole de communication non intrusif, donc Wi-Fi, et qui permettra de collecter donc toutes les données des sous-compteurs, électricité, ça peut même gaz, ça peut même récupérer les compteurs d'eau par exemple, hein, ou les sondes de température, etc. Et puis cette plateforme-là permettra de générer donc les indicateurs de performance énergétique, que ce soit pour le process ou pour la partie tertiaire aussi en kilowattheure par mètre carré. Et donc aussi intégrer la partie plan d'action et suivre l'avancement de la performance énergétique. Voilà pour la partie supervision, automatisation des données. On peut laisser la main du coup à Louis pour la suite. Merci, Très bien. En tout cas. Merci Monsieur Iger en tout cas pour ce retour d'expérience là. Voilà, je ne sais pas s'il y a eu des questions, Louise, dans le chat.
Alors oui, j'avais une petite question, savoir si sur le site Opérate, vous avez déjà pu renseigner vos données. J'ai vu que voilà, vous avez renseigné, enfin, analysé l'ensemble des bâtiments éligibles, etc. Comment ça s'est passé sur la plateforme Opérate? Alors c'est en cours. Alors la société Arconic a pu créer donc son compte avec son numéro de SIRET et toutes les données liées à l'entreprise. En fait, sur la plateforme, il est possible de mandater une autre entreprise pour pouvoir faire la déclaration. Donc c'est ce qui a été fait avec Monsieur Igel. Donc on est mandaté sur la plateforme EnergieDev pour pouvoir déclarer sur le compte d'Arconic les résultats de notre étude. Donc là, c'est en cours. On déclare donc en détaillant les types de surfaces et les bâtiments concernés, on déclare donc ces consommations-là. Et puis, il était déjà prévu que courant avril, l'objectif puisse apparaître sur la plateforme. Ce n'est pas le cas pour le moment. Donc ça, c'est attendu, mais voilà, simplement pour le moment, on est en cours de mise en ligne des données qui ont été issues de l'étude. Ok, parfait. Donc déjà présent, là, les industriels soumis assujettis au décret tertiaire peuvent dès à présent renseigner leurs données de consommation et faire le référencement de leur bâtiment, c'est ça? C'est ça. Dès aujourd'hui, vous pouvez vous inscrire, déclarer vos données de référence, donc données bâtimentaires, années de référence, et puis les consommations 2020-2021. Parfait. Merci beaucoup Axel et Monsieur Igel également. Je vais poursuivre avec un petit exemple également sur la rénovation tertiaire, savoir un petit peu les systèmes énergétiques qui sont possibles de réaliser en rénovation. Et un petit focus rapide sur la RE 2020 aussi, donc sur la construction neuve des bâtiments tertiaires. Alors mince. Je me permets de me présenter rapidement. Excusez-moi, Louis Colotte. Je suis ingénieur efficacité énergétique au sein de GRDF, donc le distributeur de réseau national. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter pour vos projets d'efficacité énergétique. Alors moi, je suis basé en Alsace, mais on a des homologues partout en France. Alors, je voulais juste refaire un petit récap sur comment récupérer ces données de consommation. Alors, ça sera avec son numéro de PCE, c'est le point de comptage et d'estimation, c'est votre numéro de compteur en gros. Alors, soit par mail, effectivement, comme Axel l'a précisé, mais aussi par Internet ou pour un tiers. Vous pouvez également récupérer par un tiers ou pour un tiers, récupérer les données de conso via le numéro de PCE. Donc voilà, les équipes GRDF et Enedis aussi sont à votre disposition pour récupérer tout ça. Je ne reviens pas forcément sur le mode de calcul, voilà, mode relative ou le mode absolu. Voilà, vous avez le petit calcul pour savoir un petit peu comment se fait le calcul de la valeur absolue. Sachez qu'il y a aujourd'hui que la valeur absolue pour le bureau et l'enseignement et on va attendre l'arrêté valeur absolue numéro 3 pour avoir l'ensemble des autres segments du tertiaire. Alors, je voulais vous partager 3 retours d'expérience qu'on a réalisés sur 3 bâtiments différents. Donc, je vais m'attarder un peu plus précisément sur le bureau parce que j'imagine que c'est voilà, les surfaces qui vont être le plus contrainte, mais sachez que voilà, il y a aussi toute la partie EHPAD, enseignement. Donc enseignement, on a les chiffres valeurs absolues, mais pas forcément pour l'EHPAD. Donc voilà, on pourra faire un petit peu le comparatif. On a étudié différents systèmes énergétiques pour savoir si les solutions présentes ici peuvent s'inscrire dans le décret tertiaire, et notamment pour ma paroisse, les solutions gaz. Mais voilà, on voulait se comparer également avec des solutions électriques, que ce soit du radiateur électrique, de la pompe à chaleur, le bois également, le réseau de chaleur et tout ce qui est à vocation hybride, notamment gaz plus électricité via pompe à chaleur principalement.
Alors, la première étude qui nous a été présentée, alors ça a été en partenariat avec un bureau d'études, IE Conseil, un bâtiment parisien, alors des années 1980, avec actuellement en chaudière gaz dite standard. Donc voilà, peu d'isolation, mais tout de même un petit peu d'isolation. Vous allez me dire 400 mètres carrés de surface plancher, il n'est pas assujetti au décret tertiaire. Alors justement, ça peut être un groupement de bâtiments dont la partie étudiée ne faisait que 400 mètres carrés, mais ça permet de faire des travaux sur cette partie et de répondre tout à fait au décret tertiaire. Alors, on a fait 3 scénarios d'isolation qu'on voit en bas, alors avec plus ou moins de performance sur le bâtiment. Si on en vient tout de suite aux résultats, alors là, vous avez le graphique des consommations d'énergie en fonction des différentes solutions énergétiques étudiées. Alors, on voit déjà que toutes les solutions, alors selon l'état initial, en gris, état initial gaz, c'est le même principe pour un bâtiment au fioul, mais on voit qu'avec toutes les solutions énergétiques passent les seuils valeur absolue pour ce bâtiment de 400 mètres carrés. Même si on reste au gaz ou si voilà, on est au bois, au RCU et à l'ELEC, il n'y a pas du tout de contrainte, si ce n'est de travailler un petit peu sur le bâtiment. Donc là, en faisant une isolation par l'extérieur et une isolation de la toiture, en l'occurrence une toiture terrasse ici, on peut atteindre le seuil valeur absolue. Donc c'est vrai qu'on ne va pas forcément aller pousser, bon, bien sûr on peut, mais l'objectif à horizon 2050, qui lui est beaucoup plus contraignant finalement dans cet exemple que la valeur absolue, et on n'aurait pas besoin forcément d'aller sur des scénarios d'isolation très performants. En remplaçant le système énergétique et en faisant un petit peu d'isolation, on arrive largement à l'atteinte du seuil de valeur absolue. Alors bien entendu, on peut aller avec des scénarios plus poussés d'isolation en changeant voilà, les menuiseries, l'éclairage, la VMC, aller sur l'objectif à horizon 2050. Et on voit même avec la climatisation, la petite pointe en bleu qu'on atteint tout à fait ces objectifs. Donc voilà, c'était pour vous rassurer aussi en travaillant un petit peu sur le bâti et en ayant un système énergétique performant, peu importe l'énergie, mais qu'on atteint assez simplement la valeur absolue, en tout cas, effectivement, l'objectif à horizon 2050 est plus contraignant. Je vais passer un petit peu plus vite sur les deux autres exemples. C'est de la même manière. Alors là, c'est pour un bâtiment d'enseignement de 8000 m², un petit peu plus, des années 2000. Donc, il est déjà un petit peu plus performant en termes de caractéristiques. On était déjà sur une chaudière gaz standard avec 3 scénarios d'isolation à nouveau. Mais là, on est obligé de travailler davantage sur le bâtiment, notamment sur le scénario numéro 1. On va faire l'extérieur, la toiture terrasse, et également le plancher bas. Donc là, ça va être un peu plus délicat à isoler dans certains cas, et en plus l'éclairage. Donc c'est vrai que c'est déjà des travaux plus contraignants. Sur l'enseignement, on a déjà le seuil de valeur absolue. Donc on voit à nouveau qu'avec les différents systèmes énergétiques, on arrive à atteindre ce seuil valeur absolue. On n'atteint pas forcément le seuil horizon 2030. Alors on l'atteint sur les scénarios hybrides, donc PAC plus chaudière gaz, ou le scénario tout pompe à chaleur. Donc après, au vu de la taille du bâtiment, ça risque d'avoir des coûts bien plus onéreux que par exemple une chaudière à gaz condensation. Donc voilà un petit peu l'exemple, et c'est vrai que si on regarde que l'objectif 2050, si on ne se base pas sur la valeur absolue, alors pareil, là il y a plusieurs solutions contraintes, même avec un scénario d'isolation très performant. Le gaz, l'ELEC en panneau radiant, rayonnant, pardon, le RCU et la chaudière bois. Donc là, il faut vraiment aller faire une solution de valeur absolue.
dernier retour d'expérience sur un EHPAD. Donc là, je ne sais pas si ça concerne beaucoup de notre public, je vais passer vite, hein, mais voilà, un bâtiment des années 80, 1500 mètres carrés en chaudière, un gaz standard. Là, on n'a pas de seuil encore de valeur absolue, donc si on regarde dès à présent l'objectif 2050, donc les seuils valeurs absolues viendront par la suite sur tous les segments du tertiaire. Pour l'instant, on n'en a que 2. Et là, on voit qu'il faut aller chercher des scénarios d'isolation assez importants avec un système énergétique performant. Mais on atteint ce seuil assez facilement. Le seuil valeur absolue sera certainement au-deçà des objectifs fixés de réduction. Donc, normalement, il ne devait pas trop y avoir de problème. Mais voilà, ce sera l'occasion de refaire peut-être un partage d'informations quand on aura l'ensemble des seuils valeur absolue. J'en viens à la RE 2020, il me reste 5 petites minutes. Les 3 grands piliers de la RE 2020, que ce soit dans le tertiaire ou dans le bâtiment, ça va être l'efficacité énergétique, la décarbonation et le confort d'été. Donc là, c'est vraiment que sur les bâtiments neufs. L'efficacité énergétique, donc ça va être notamment sur le bâtiment en lui-même, le besoin bioclimatique, donc il y aura environ moins 30% de performance en plus, qui permettra de réduire les consommations d'énergie primaire notamment, environ moins 20% par rapport à l'ancienne réglementation thermique. Alors là, on est bien sur une réglementation environnementale parce qu'on intègre notamment la décarbonation, et des consommations d'énergie non renouvelables qui seront également surveillées. Au niveau de la décarbonation, on aura 2 indicateurs. L'indicateur carbone énergie, donc là qui va regarder les émissions de gaz à effet de serre, notamment de CO2, des différentes énergies, qui sera notamment un peu ce critère qui sera contraignant pour les solutions gaz, parce qu'aujourd'hui le gaz est encore fossile, ce sera moins le cas demain. Et un indicateur carbone construction. Donc là aussi, qui sera impactant sur certains matériaux de construction, avec, comme on le voit, des réductions de cet indicateur tous les 3 ans pour construire des bâtiments performants et durables énergétiquement, mais aussi en fonction de leurs matériaux de construction. Le dernier point étudié, ça sera le confort d'été, donc avec un indicateur qui s'appelle le degré heure, qui va catégoriser l'inconfort d'été. Donc voilà, ça sera plus ou moins sensible selon la région dans laquelle vous vous trouvez, mais c'est vrai que dans le Grand Est, on aura un petit peu moins de contraintes. Les premières tendances, je vais terminer avec ça, pour le gaz dans le tertiaire neuf. Alors pour l'enseignement, pour l'instant on a les chiffres que pour l'enseignement et les bureaux, sachez-le. Pour le tertiaire, donc si vous construisez un autre bâtiment tertiaire, il ne sera pas encore soumis à cette RE 2020. L'entrée en vigueur, c'est au 1er juillet 2022. Donc dès le mois prochain, tous les bâtiments tertiaires neufs, en fonction de la date de dépôt du permis de construire, devraient être soumis à cette nouvelle réglementation. Au niveau de l'enseignement, on va avoir 2 seuils. Un premier seuil à horizon 2022, dès le 1er juillet, qui pourront permettre de passer des solutions traditionnelles, des solutions à chaudière, condensation, gaz, si on renforce un petit peu le bâtiment, si on va aller chercher des performances plus importantes. Et à horizon 2025, on va avoir un second seuil plus contraignant d'un point de vue carbone sur l'enseignement. Donc là, on ne pourra plus passer des solutions gaz seules, mais on va devoir passer soit sur de l'hybridation, par exemple, ou soit, on l'espère peut-être d'ici là, pouvoir valoriser le biométhane, le biogaz. C'est le gaz issu, un gaz renouvelable issu de la méthanisation principalement, et de pouvoir se décarboner grâce à ce gaz vert. Donc aujourd'hui, ce n'est pas forcément applicable dans la RE 2020, mais peut-être que à l'avenir, ce le sera. Pour les bureaux, il y a le seuil est contraignant dès le 1er juillet, mais on arrive quand même à passer de la chaudière gaz à condensation sur les petites surfaces. Donc, j'ai l'habitude de dire les moins de 1000 m² sur le bureau, on n'aura
pas de contraintes sur le bâti. Ou sinon, si on est sur des grandes surfaces de bureaux, il va falloir travailler sur le bâtiment, d'avoir des bâtiments performants pour pouvoir passer des solutions 100% gaz. Sinon, on peut aller sur des solutions hybrides sans contrainte de bâtiment, sur le bâtiment. Voilà un petit peu les tendances. Vous avez peut-être entendu pas mal de choses sur l'ARE 2020, mais sachez que sur le tertiaire, en tout cas sur les 2 premiers seuils, on va pouvoir atteindre les niveaux de performance avec le gaz naturel. Au niveau du bâtiment, voilà, c'est un peu plus délicat, en tout cas pour la maison individuelle. C'est vrai que là, on va être tout de suite sur des solutions hybrides. Pour le logement collectif, un petit peu plus de souplesse, on pourra garder des solutions au gaz. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire à la fois sur le retour d'expérience du décret tertiaire et une petite approche rapide sur l'ARE 2020. N'hésitez pas en tout cas à revenir vers moi au besoin si vous avez d'autres questions. Et voilà, je permets de terminer avec cette petite ouverture vers le gaz vert qui sera quand même l'avenir du gaz, parce qu'on va se détacher petit à petit du gaz naturel pour aller vers des gaz décarbonés, hein, si on peut inclure aussi l'hydrogène voilà, au fur et à mesure avec un objectif de 100% de gaz vert à horizon 2050. Voilà, je vous remercie pour votre participation. Parfait, on est plutôt bon dans le timing. Il est midi pile. Je n'ai pas forcément noté de questions dans le chat. C'est que ça a été plutôt clair. Donc voilà, en tout cas, comme l'a dit Louis, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions spécifiques. Vous aurez le support et puis nos coordonnées. Voilà, je remercie encore une fois donc Gaïla qui a introduit donc la présentation, Monsieur Antoine Nigel de Arconic pour son témoignage, et merci Louis également pour l'organisation du webinaire. Merci à tous pour votre participation. Merci Axel et à la T2E qui nous a bien aidé aussi à la construction de ce webinaire. À très bientôt. Merci à toutes et tous.